j'ai un besoin désespéré d'argent. Bon, on s'en tire convenablement, Marcia et moi, vivant au jour le jour de ce que je gagne sur le chantier de construction depuis que j'ai été libéré sur parole. Mais d'ici un mois, nous aurons une autre bouche à nourrir. Le vendredi, jour de la paye, on se sent plein aux as. Mais dès le jeudi, on est fauché comme les blés. Les ouvriers non spécialisés, ex-taulards de surcroît, ne gagnent pas des 1000 et des 100, vous savez. C'est pourquoi j'ai préparé le coup de la banque. Marcia, moi et le bébé, on disparaîtra ensuite dans un coin reculé du monde où personne n'aura jamais l'idée de venir nous chercher. Et le bébé pourra grandir tranquillement, en ayant tout ce qu'il lui faut, sans se douter que son paternel a purgé 7 ans de prison. Il me reste juste assez d'argent pour un paquet de chips, un pain et un peu de viande froide, me dit Marcia, ce jeudi-là. Il pleut. Je travaille pas les jours où il pleut. Mais aujourd'hui, remarquez, ça m'arrange. Sinon, j'aurais dû me faire porter malade pour pouvoir assurer le rendez-vous que j'ai pris pour 2 heures avec Duck et son copain Jack. J'ai plus un sou, que je réponds à Marcia. Je mens. Parce que il me reste un billet de $5, mais j'en aurai besoin tout à l'heure. Et puis, on n'a pas besoin de tout raconter aux femmes. Elle fronce les sourcils. Pourtant, Johnny, d'après mes calculs, il devrait nous rester encore $5 cette semaine. Eh ben, tu t'es trompé, ma chérie. Tant pis, je me contenterai d'un sandwich. On se rattrapera demain avec 2 steaks saignants. Allez, va vite faire les courses. Je commence à avoir faim. Elle proteste un peu pour le principe. Elle voudrait bien m'envoyer à sa place faire les courses, mais moi, c'est pas mon truc, les courses. Et puis, j'ai autre chose à faire pour l'instant. Je suis même pressé de l'avoir filée, alors je la pousse vers la porte. À peine 5 minutes après son départ, j'enfile mon impair et je descends à mon tour les marches à l'arrière de l'immeuble. Notre vieille bagnole tousse et crachote, mais consent à démarrer. Je la changerai bientôt pour une décapotable blanche. Ça, le problème, bien sûr, ce sera d'expliquer à Marcia comment j'ai pu me la payer. Elle ne manquera pas de s'étonner de notre soudaine richesse. Ça risque même de faire une sérieuse crise dans notre vie. Il y a maintenant 18 mois que je me tiens tranquille. C'était d'ailleurs la condition sine qua non pour qu'elle accepte d'habiter avec moi. Mais il faudra bien qu'elle comprenne, hein? Notre bébé a le droit d'être élevé comme il faut, lui aussi. Et évidemment, j'avais promis de plus faire de bêtises. Mais la prochaine fois, je la tiendrai, ma promesse. C'est promis. Je retrouve Duck et son copain Jack au bar de la Grand Rue comme prévu. Nous avons, Duck et moi, partagé une cellule pendant 5 ans, des 7 ans que j'ai passé en prison. Il a été relâché sur parole 3 mois avant moi et j'ai repris contact avec lui à peine 15 jours après ma sortie. Duck vit de petits cambriolages, style station-service, magasin de spiritueux, de temps en temps un supermarché. Duck n'est pas taillé pour monter un grand coup, mais grâce à ses petites affaires, il m'a aidé à survivre à ma sortie de prison. Libéré sur parole, je devais me tenir à carreau. Enfin, grâce à lui, j'ai pu mûrir le grand projet qui nous permettra de toucher le paquet et de vivre à l'aise jusqu'à la fin de nos jours. J'aurais plus vite fignolé mon chef-d'œuvre si j'avais pas entre-temps rencontré Marcia, mais maintenant je suis prêt. Je suis prêt. Il n'y a plus qu'à agir. J'ai convoqué Duck avec son copain aujourd'hui pour peaufiner les détails. Ils sont assis l'un en face de l'autre dans ce bar crasseux, chacun devant une bière. Je m'installe avec eux et je commande une tournée en exhibant mon dernier billet de $5 réservé à cet effet. Dans les affaires, il faut savoir investir pour inspirer confiance. Le copain, Jack, hoche la tête et demeure silencieux. Il doit avoir dans les 25 ans. Il me paraît un peu modeste, mais tout de même propre et en bonne santé. J'aime bien la façon dont il m'évalue tandis que je l'inspecte. Ça m'apprend quelque chose sur lui. C'est pas un fonceur, mais un type qui fait attention, en tout cas, qui regarde où il met les pieds. Et je trouve ça rassurant. Je sais en outre qu'il n'a jamais été arrêté. J'espère qu'il sera capable de tenir Duck en laisse pour le coup de la banque.
Alors, je déballe tout. J'explique le coup en long, en large et en travers. Non pas que mon plan soit tellement compliqué, mais ce sont les détails qui font la différence entre la prison et la belle vie. J'ai foncé une fois sans prendre le temps de polir les bords et j'ai chopé 7 ans. Quand je termine, je vois Duck qui est emballé, tandis que Jack hoche pensivement la tête. Je commande une nouvelle tournée et Jack me dit enfin: ça me paraît au poil, bien que je sois pas très chaud à l'idée d'être le gardien des femmes à la maison. J'aimerais mieux partir avec le fric. Nous commençons à discuter. Heureusement, au bout d'un moment, Duck se lève pour aller jouer au flipper, ce qui me permet d'expliquer à Jack qu'il est le seul sur lequel je puisse compter, car Duck sera toujours tenté de faire passer le plaisir avant les affaires. Tu comprends, mon petit Jack, si on l'a pincé la dernière fois, c'est parce qu'il s'était arrêté pour violer une femme. Mais peut-être que tu le sais. Non, je savais pas, me répond Jack, qui continue à fumer paisiblement. Bien, alors nous allons quitter la maison à 8h20 exactement demain matin. Environ 40 minutes pour arriver en voiture à la banque, ce qui nous met à l'intérieur à 9h. C'est à ce moment-là que la pendule ouvre le coffre. Nous serons sortis de la banque et sur la route à 9h20. Plus tôt, si possible. Toi, tu partiras au même moment et tu viendras nous rejoindre à l'usine d'épandage. C'est là que nous partagerons. Et ensuite, chacun pour soi. Régulier ? Régulier. J'en suis, me dit Jack. Le plan de Johnny paraît bien au point, même si on n'en comprend pas encore tous les détails. Mais réussira-t-il ? Johnny, qui vient de purger 7 ans de prison, vient de s'allier avec 2 copains pour dévaliser une banque. La femme de Johnny, Marcia, est enceinte. Johnny veut se procurer les moyens d'élever dignement leur enfant. Voici donc maintenant les 3 compères à pied d'œuvre. J'embrasse Marcia et je quitte l'appartement à 5h30 précise ce vendredi matin, comme si j'allais travailler normalement. Je descends par l'escalier de derrière, soulagé que Marcia, bien qu'encore distante, soit de meilleure humeur ce matin. Évidemment, elle était dans tous ses états quand je suis rentré hier après-midi. Elle ne comprenait pas pourquoi j'étais sorti sans la prévenir. J'ai eu beau lui dire que j'ai eu brusquement envie de faire un tour sous la pluie, elle ne me croyait pas. À vrai dire, si elle m'avait servi ce genre d'explication, je l'aurais pas cru non plus. Mais comme elle n'est pas rancunière, elle m'a déjà à moitié pardonné. Je pêche au passage le calibre 38 que je garde caché dans ma voiture depuis déjà plusieurs mois. Et après m'être garé sur le parking de la gare, je me poste sur le trottoir. À l'heure dite, Duck s'amène dans une Ford volée. Je saute à côté de lui et nous fonçons vers l'agglomération. Je vérifie d'un coup d'œil par la vitre arrière que Jack nous suit. Lui, il a volé une Dodge. Nous arrivons parfaitement dans les temps chez les Bronson. Je sonne, la bonne ouvre la porte. Elle se laisse bâillonner et ligoter sans offrir la moindre résistance. Idem pour ses patrons qui sont encore au lit. Le vieux essaie bien de se débattre, mais se calme dès qu'il sent le museau du 45 de Duck contre sa tempe. Figée, la vieille reste muette. J'ordonne au mari de s'habiller comme pour aller à la banque et je lui dis, à elle, d'enfiler sa robe de chambre. Puis tout le monde descend au salon. Il n'y a plus qu'à attendre. Jack nous prépare un bon café. Discrètement, je m'éclipse un instant pour me rendre dans le bureau d'où je téléphone sans qu'on puisse m'entendre à mon chef de chantier. Sam, ici Johnny. J'ai la crève. Je suis complètement enroué. Je viendrai pas aujourd'hui, d'accord? Ça n'a pas l'air d'aller, fiston. Soigne-toi pour être en forme lundi. T'inquiète pas, je mettrai ton chèque de côté. À l'heure prévue,
Duck et moi partons avec le vieux Bronson pour la banque. Nous sommes devant la porte d'entrée, juste au moment de l'ouverture. Mon 38 pointé sur la nuque du vieux, j'annonce aux employés « Si les flics arrivent, cet homme est mort, et sa femme aussi. Un homme à nous la garde prisonnière chez elle. » Bien évidemment, personne ne bouge. Même les 3 vigiles groupés sur ma gauche restent parfaitement immobiles. La porte du coffre, une fois ouverte, nous obligeons tout le monde à s'allonger par terre, à plat ventre, les bras tendus devant la tête. Duck reste debout au-dessus d'eux, son 45 à la main. À chaque fois que quelqu'un entre, il lui indique avec son arme de s'aplatir aussi. Quant à moi, j'entasse dans le sac à linge sale dont j'ai pensé à me munir tous les billets contenus dans le coffre. La petite monnaie ne m'intéresse pas. Enfin, quand je suis prêt à ressortir, je fais ma seconde annonce. Monsieur Bronson reste ici, mais Madame Bronson est encore notre prisonnière, pour une bonne heure au moins. Si vous souhaitez la revoir vivante, je ne vous conseille pas d'entreprendre quoi que ce soit contre nous d'ici là. Et je file avec l'argent et Duck. On a gagné le cocotier, hurle-t-il, tout en pilotant la Ford d'une main experte. Tandis que nous nous éloignons de l'agglomération, je surveille malgré tout nos arrières, qui me paraissent assez dégagés. Pas la moindre voiture de police. Je crois que c'est bon, petit vieux, mais pas trop de vitesse, hein, c'est pas le moment de se faire repérer. Et ne rate surtout pas la sortie. Je sais où je vais, proteste Duck. J'ai fait ce parcours 2 fois la nuit dernière. Dis, Johnny, à ton avis, combien d'argent avons-nous ramassé? 30 000 $ peut-être, ou 40 000. Oh, j'aurais cru davantage. Mais écoute, il y a peut-être plus, mais je me suis pas arrêté pour les compter. Attention, c'est bientôt la sortie. À ton avis, Johnny, combien de temps Jack mettra-t-il à nous rejoindre? Je sais pas, 10 minutes au plus, il va pas tarder, va. Quelques instants plus tard, on est en pleine campagne. Je dis à Duck de se dépêcher. Allez, allez, si quelqu'un nous voit traîner par ici, ça peut lui sembler curieux. Il risque de se demander pourquoi nous allons vers la vieille usine. Les bâtiments désaffectés nous attendent au bout de la route goudronnée. Jadis, il y avait bien une porte en fer, mais les vandales s'en sont occupés. Duck engage la voiture à l'intérieur, arrête le moteur et descend. Nous sommes dans la pénombre. Je regarde les toiles d'araignée en reniflant l'odeur d'humidité. Un mouvement au coin de mon œil m'alerte. Duck a tiré le 45 de sa ceinture et pointe le canon vers moi. Je fais feu avec le 38 sans réfléchir. Duck pousse un hurlement et tombe en arrière, en me regardant comme s'il n'y croyait pas. Du sang s'étale sur sa poitrine. Je m'agenouille au-dessus de lui. Il est mort. Ce qui ne me trouble pas. J'avais moi-même prévu de le tuer pour filer seul avec l'argent avant l'arrivée de Jack, sauf que j'envisageais de mener moi-même la danse. Mais qu'importe, le résultat est acquis. Soudain, j'entends la voiture sur la route. Je cours vers l'ouverture où je me plaque contre le mur de briques. La Dodge, pilotée par Jack, vient se garer derrière la Ford. Jack n'a même pas la chance de sortir de la voiture. La vitre est baissée, je pointe le 38 et je tire avant qu'il puisse crier. Mon instinct me dit de me sauver, de mettre autant de distance que possible entre moi et ces 2 cadavres. Je regarde quand même à l'intérieur de la voiture. Jack s'est écroulé sur le côté, le visage couvert de sang. J'aperçois le pistolet dans son poing crispé. Lui aussi. C'est vraiment pas une surprise. J'ouvre la portière et pousse le corps pour me glisser au volant. Je recule hors du bâtiment, puis je sors la Ford avant de rentrer à nouveau la Dodge et de jeter les clés dans les herbes. Avec mon mouchoir, je frotte tous les endroits où je peux avoir laissé mes empreintes. Enfin, je monte dans la Dodge et je m'en vais. Mais je ne respire pas à fond avant d'être loin, très loin, sur l'autoroute. De retour en ville, je trouve une place pour me garer dans la 3e rue au nord du dépôt des autobus.
Je reste assis, recroquevillé à l'avant de la Ford, pour l'essuyer aussi bien que possible, sans attirer l'attention. Cette fois, je ne suis pas absolument certain d'avoir essuyé toutes mes empreintes, mais je ne peux pas rester dans la voiture plus longtemps. Je sors avec le linge sale, rempli de billets, et m'éloigne de la Ford d'un pas vif pour rejoindre ma propre voiture. Pendant un long moment, je roule sans but, essayant de mettre au point la suite des opérations. Je suis maintenant un meurtrier, même si je n'ai pas la sensation d'avoir tué quelqu'un. Le pistolet, naturellement, peut faire le lien entre moi et les deux cadavres, surtout si on le trouve en ma possession. Il faut donc que je m'en débarrasse. Soudain, l'idée jaillit. Au chantier, on est en train de construire une tour, 57 étages de bureaux en verre et en ciment. Moi, je fais partie de l'équipe des cimentiers, et il me suffira donc de couler discrètement le 38 dans ce qui deviendra le mur de l'immeuble. Je mets aussitôt mon plan à exécution en allant rejoindre les copains. Le chef m'accueille à bras ouverts, ravi que je me sente mieux. J'enterre le revolver dans du ciment frais pendant que les autres font la pause. Et c'est le cœur plus léger et ma paye en poche, comme si j'avais travaillé normalement toute la journée, que je rentre chez moi. Marcha, à présent, est d'excellente humeur, sans doute parce que j'ai pensé, sur le chemin de la maison, à m'arrêter pour acheter 2 énormes steaks. Elle ne me reproche même pas d'avoir oublié le pain. En réalité, je l'ai fait exprès, parce que, pendant qu'elle va le chercher, je descends rapidement prendre le sac à linge sale que j'avais laissé dans la voiture, et je planque le magot dans le sac à poussière de notre vieil aspirateur cassé. Paisiblement installé dans notre unique fauteuil, je sirote notre dernière canette de bière quand Marcha revient. « Oh, que j'aime les vendredis !» s'exclame-t-elle, avec un rire léger, en découvrant ma paye sur la table. « Le meilleur jour de la semaine, pas vrai, poupée ?» Brusquement, j'ai une envie folle de tout lui raconter. Meurtre compris, et de la laisser digérer, mais je m'aperçois que je ne peux pas. Les mots se bloquent dans ma gorge. Laissons d'abord passer le week-end. J'ai sûrement eu raison, car je suis en pleine forme ce lundi matin quand je repars au boulot. Au point que Marcha me dit, en m'embrassant sur le seuil, « Merci pour ce merveilleux week-end, Johnny. » Était-il différent des autres? Toi, tu étais différent. Si détendu, si... je ne sais pas. Alors, tout de go, je lui annonce que je vais bientôt avoir une augmentation. Et tandis que je descends l'escalier, je ne pense à rien d'autre qu'à son visage ravi. Elle est si heureuse que je n'arrive même pas à avoir honte de lui avoir menti. D'ici à vendredi, je la mettrai au courant pour l'argent de la banque. Elle n'aura même pas le temps de me le reprocher. Nous serons déjà à Paris, à Rome, à Venise ou ailleurs. Les corps de Duck et Jack sont découverts dans la matinée. Un gars du chantier a entendu le flash d'information sur son transistor. Apparemment, la police ne fait pas de rapprochement entre les meurtres et le vol de la banque. Enfin, pas encore. Un violent orage nous chasse du chantier vers 2 heures. Je reviens lentement à la maison sous la pluie. Il faut que je parle à Marcha. Il faut que nous commencions à faire nos valises, à demander nos passeports, enfin, tout ce qui est nécessaire pour partir vivre en Europe. Je connais pas très bien la marche à suivre, mais je sais qu'il est temps de lever le camp. Marcha m'accueille gaiement. « J'espère que tu es toujours d'aussi bonne humeur, » me dit-elle. « Parce que moi, aujourd'hui, je me suis drôlement lancé. » Lancé? C'est-à-dire? Eh bien, tiens, par exemple, j'ai donné le vieil aspirateur à réparer. Je l'ai porté tout à l'heure et l'employé m'a dit qu'il s'y attaquait tout de suite. Il y a des jours comme ça où tout marche comme sur des roulettes, où tout s'enclenche bien. Tu ne trouves pas, Johnny? Pauvre Marcha. Ouais. Ce matin-là, tout s'enclenchait si bien qu'elle a répondu au premier coup de sonnette, ouvrant au policier.
Tout s'enclenchait si bien que je n'ai même pas pu m'enfuir par derrière car l'immeuble était cerné. Pauvre Marcha. On n'est pas près de se revoir. J'en ai pris pour 30 ans. Station-service sur l'autoroute principale, les nuits se suivent, longues, froides. Je suis pompiste de nuit. Je travaille d'arrache-pied et je suis un garçon plutôt serviable. Enfin, c'est du moins ce que pense de moi mon patron, le vieux Dubrovski. Le vieux Dubrovski ressemblait à tous les patrons que j'avais eus jusqu'ici. C'était pas trop désagréable de travailler pour lui si on était un peu futé. Voyez ? Un après-midi, il nous remit les enveloppes qui contenaient nos primes. Mais il lui arrivait de nous donner un petit bonus de temps en temps, 3-4 fois par an. Cette fameuse après-midi, les employés se plaignirent de l'insuffisance flagrante du contenu de leur enveloppe. Même Dubrovski avait l'air gêné. Il donnait l'impression de vouloir s'excuser. C'était si drôle que j'ai failli leur éclater de rire au nez. Quelquefois, il m'invitait aussi à dîner avec les autres gars de la station-service. Alors il nous déballait son histoire de grande et heureuse famille, avec une fâcheuse tendance à nous filer de grandes claques dans le dos, en appelant tout le monde fiston. Il allait même jusqu'à nous faire miroiter des participations aux bénéfices, profitant sournoisement de la naïveté ambiante. Je le regardais faire son numéro. À l'écouter, on l'aurait cru sincère. Mais moi, j'étais pas dupe. La station-service se trouve à environ un demi-mille sur l'autoroute principale, suffisamment proche pour bénéficier d'une partie de la clientèle locale et suffisamment éloigné pour attirer les voyageurs de commerce et les touristes. De 8h du soir à 4h du matin, je pompe de l'essence, je verse de l'huile et je lave les pare-brises. Et ça n'arrête pas de défiler. Comme toujours, je me suis rapidement mis au courant du boulot. Et le vieux Dubrovski ne se doute pas une seconde que depuis les quelques mois que je travaille pour lui, j'ai déjà trouvé les moyens de lui soutirer une jolie part du gâteau. Je dois dire que je suis très fort pour ça. La plupart du temps, j'arrive toujours quelques minutes avant 8h. Comme ça, je suis avec le responsable de la station quand il relève le compteur des pompes et établit l'inventaire des bidons d'huile. Et toutes les nuits, c'est la même routine. On échange des petits regards complices pour se dire que tout est en ordre. Peu de mots. C'est par ce biais que j'instaure la confiance. Ensuite, j'attends qu'il prélève toute la recette, excepté la monnaie et les 10 billets de $1 qui servent de fond de caisse à l'ouverture. Puis, le responsable met le tout dans une enveloppe qu'il glisse dans le coffre du vieux Dubrovski au travers d'une fente. Lorsque l'argent disparaît dans la fente, alors je prends mon service officiellement. Pourtant, quelquefois, un des gars reste plus tard pour bricoler sur sa voiture ou me tenir compagnie. Et c'est là que tout devient beaucoup plus délicat. Mais en général, ils ne traînent pas trop longtemps, comme si le fait de rester seul avec moi les mettait en danger de mort. Enfin, quand il n'y a plus personne, que la station est sous mon unique protection, je vais dans l'atelier, je me munis d'un tournevis long et mince, et j'entreprends mon véritable plan d'attaque.
Je frôle les pompes à essence, je caresse leur métal froid jusqu'à la vitre, je glisse rapidement ma main derrière les plaques et d'un petit geste qui demande une grande précision, je décale chaque compteur de 100 litres en arrière. Je vous l'ai dit, je suis très fort pour ça. Et les 8 pompes de la station se laissent posséder de la même manière. Ça fait à peu près 800 litres d'essence de gagné chaque soir. C'est un bon truc. Mais c'est pas ma seule combine. Hein. Ah non, il y a aussi les bidons d'huile. Je dois avouer que ça me procure pas le même plaisir que les pompes, mais ça peut rapporter pas mal quand on est un garçon souriant comme moi. Je ne prends jamais plus de 2 douzaines de bidons d'huile de premier choix. Des bidons vides, bien sûr, et je les remplis d'une huile ordinaire que je récupère sur une barrique planquée de l'autre côté de la station. Après quoi, je les range sur le présentoir derrière les bidons d'huile supérieurs pour les repérer sans problème. Évidemment, c'est bien moins excitant que mon petit trafic sur les pompes à essence. Faut dire que j'ai très peu de temps pour mettre en plan le dispositif. Il faut jamais que je perde de vue qu'un client pourrait surgir. Pour peaufiner mon installation, je vais chercher dans le coffre de ma voiture une caisse de bouchons de réservoir. Vous savez, des simples bouchons d'essence. Je dépose la caisse tout près de la cabine comme si elle avait toujours été là. J'ai pas besoin de la cacher. Et vous allez voir que les clients n'y voient que du feu. À présent, je suis fin prêt. Le vieux Dubrovski ne peut pas savoir à quel point je jubile à l'idée de travailler à 75% pour lui et à 25% pour moi. C'est ça que j'appelle faire des affaires, moi. Et je suis très fort pour ça. J'avoue que les clients ne sont pas trop difficiles non plus. Surtout les clientes. Mon truc marche particulièrement bien avec les femmes. Tenez, quand j'en vois une arriver, toute pomponnée dans sa jolie voiture, je me frotte les mains. Je sais qu'elles adorent qu'on s'occupe d'elles, alors je ne manque jamais de leur faire le pare-brise. Pendant que je m'applique à la tâche, elles restent le cul bien au chaud dans leur bagnole à se refaire une beauté. Elles peuvent pas voir le compteur quand je verse un petit peu moins d'essence ou quand je leur fais payer plus que la somme enregistrée. Je suis rapide pour remettre les cadrans à zéro tout en les remerciant de mon plus beau sourire. Et presque tous les jours, il y a bien une vingtaine de bonnes femmes qui roulent pour moi et qui me permettent d'arrondir mes fins de mois. Je sais séduire quand il le faut. Et ça me va. Bien sûr, ça peut pas continuer comme ça indéfiniment. Il y a énormément de pertes dans l'essence, c'est évident. Mais là, je prends des risques. Tôt ou tard, soit le vieux Dubrovski, soit le responsable du secteur vont bien finir par se rendre compte qu'ils se font avoir. J'ai toujours eu un 6e sens pour ce genre d'histoire. Quand, pour la première fois, je les ai vus sonder les réservoirs avec une longue jauge graduée avant qu'on vienne nous livrer, j'ai décampé en ville en 4e vitesse. Mais, tant que ça dure, je ramasse gros. Tout est si bien organisé. Pendant que je lave la piste à grande eau et que je fais place nette, j'ai un petit peu de temps pour estimer combien j'ai gagné sur le dos du vieux Dubrovski et des paumés qui viennent toutes les nuits et qui repartent blousés. Aussi souvent que je le peux, je leur fourgue à bon prix l'huile de second choix. J'ai une astuce qui consiste à garder un doigt sur la jauge de manière à ce qu'elle ne puisse s'enfoncer jusqu'au bout. Je peux ainsi leur faire croire qu'il manque un peu d'huile dans leur moteur. Ensuite, si je ne suis pas surveillé de trop près, je mets au point mon regard le plus sincère et j'arrive même à leur vendre un bidon vide. Mon flair ne me trompe jamais. D'habitude, je réserve cette combine aux clients qui se précipitent aux toilettes aussitôt leur voiture arrêtée. Pourtant, ce qui m'amuse le plus, c'est de me faire un peu de fric grâce aux bouchons de réservoir.
Bon, il n'y a pas tellement d'argent à en tirer, vu de l'extérieur, mais sur le nombre... Et comme ils se font tous savoir, les ploucs comme les types bien, je m'en sors. Il n'y a pas de petits bénéfices, n'est-ce pas? Et je suis très fort pour ça. Jusqu'où ira ce pompiste indélicat pour exploiter son patron et manipuler les clients? De quelle magouille est-il encore capable? Que se passerait-il si un jour des individus sans scrupules venaient à déjouer son stratagème? Le pompiste de la station-service travaillait depuis quelques mois pour le vieux Dubrovski. En vérité, il s'était organisé un petit business très privé et les bonus de son patron paraissaient bien maigres en comparaison de ses nombreux larcins. Surtout quand certaines voitures s'arrêtaient dans le coin. Lorsqu'une de ces voitures de luxe immatriculées dans un autre état se range le long des pompes à essence, j'examine furtivement la tête du conducteur. En 2 temps, 3 mouvements, je repère son genre, s'il est seul, et puis ses chaussures. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai une sale manie, je regarde les godasses. Important, les godasses, parce qu'il y a des clients qui nous la jouent grande frime avec leurs belles bagnoles, mais quand tu vois les godasses, t'as tout compris. J'ai mis longtemps, moi, à saisir ce détail, mais maintenant, je passe direct de la tête aux pieds. Celui-là, il a du fric, c'est sûr. Celui-là, il en a pas. Avec tous ces indices, ma tête gamberge vite. Je glisse alors le bouchon de son réservoir dans une poche de ma salopette. Au travers de la vitre arrière, je fixe attentivement sa nuque qui n'a pas bougé. Je m'avance vers lui d'un pas assuré et je lui joue le premier acte de ma petite comédie que j'improvise suivant le type. « Dites-moi, monsieur, vous avez remarqué que votre consommation d'essence est anormale ?»« Comment ça ?» répond-il toujours. Vous est-il déjà arrivé, jeune homme, de rencontrer quelqu'un de satisfait de sa consommation d'essence? Mais en y réfléchissant, maintenant que vous me le dites, j'ai bien l'impression que vous avez raison. Hein? Exactement ce que j'avais prévu. Et avec la même assurance, je dis... Eh ben, monsieur, à la dernière station où vous êtes arrêté, ils ont probablement oublié de remettre votre bouchon. C'est pas étonnant que vous ayez perdu de l'essence. Tiens, je parierais que vous en avez bien perdu 5 ou 6 litres sur 20 ou 30 000. Vous avez même dû en gaspiller pas mal chaque fois que vous accélériez. Il réfléchit et d'un air inquiet me demande « Pourriez-vous me vendre un autre bouchon, jeune homme ?»« Ah, ben je suis désolé, monsieur. On n'en a plus en stock ici. Mais, attendez, je pourrais peut-être vous en céder un d'occasion. » Je me dirige alors d'un pas rapide vers la caisse où se trouvent mes bouchons. Je fouille jusqu'à ce que j'en trouve un qui convienne et je le visse à fond après avoir fait le plein. Qu'ils aient un vieux taco ou une bagnole de luxe, ils mordent tous à l'hameçon. La plupart du temps d'ailleurs, on me donne non seulement $2 pour le bouchon, mais aussi un pourboire généreux en plus. Dès que la voiture est hors de vue, je sors le bouchon de ma poche et je le mets de côté dans la caisse avec les autres. Il me servira sûrement un jour pour un autre pigeon. Mon travail se passe toujours comme ça. Je pompe de l'essence, je verse de l'huile, je nettoie les pare-brises et je vends des bouchons. Le vieux Dubrovski me voit parfois m'affairer bien plus que les autres employés. Ben pourquoi pas, hein? Ça m'est égal de travailler dur. La nuit, je suis seul maître à bord. C'est comme si j'étais mon propre patron dans ma propre station. Au petit matin, vers les 2 ou 3 heures, quand il y a moins à faire, je m'active encore plus pour parfaire mon petit dispositif. Le vieux Dubrovski ne se doute pas de quoi je suis vraiment capable. Un matin de bonne heure, alors que j'arrosais la piste, 2 jeunes gars sont arrivés en voiture. En levant la tête, j'ai vu tout de suite
qu'ils étaient différents des clients que j'avais eus jusqu'ici. Ils avaient l'air de vrais sauvages, et avec leurs cheveux qui tombaient sur les épaules, on aurait dit des hippies. Ils avaient une vieille décapotable esquintée, les pare-chocs défoncés, et un tuyau d'échappement qui faisait un boucan d'enfer. Les gars étaient assis et faisaient ronfler leur moteur en attendant que je laisse mon tuyau d'arrosage et que je me dirige vers la voiture. Oh, je connaissais bien ce genre-là. Ils voulaient sans doute $1 ou 2 d'essence et il n'y avait sûrement pas moyen de les rouler. $2 d'ordinaire, a fait le gosse assis au volant. Vérifiez aussi l'huile, a lancé son copain avec un sourire ironique. J'ai levé le capot et j'ai donné un coup de chiffon à la jauge. J'avais aucune raison d'essayer de tricher sur le niveau. J'ai donc pris la mesure avec exactitude et puis je l'ai montré au gamin. Il vous en reste un peu plus des 3/4. Pendant que je replaçais la jauge, j'ai entendu rire un des 2 gars, mais j'avoue que j'y ai pas prêté attention. J'ai fermé le capot, je suis passé à l'arrière de la voiture et j'ai commencé à verser $2 d'essence. Le jeune gars ne quittait pas le compteur du regard pour s'assurer que je lui en donnais bien jusqu'à la dernière goutte. Je m'apprêtais à raccrocher le tuyau sur la pompe quand je me suis aperçu que plusieurs bidons d'huile, les bons, manquaient. Il n'était pas possible que je me trompe. On voyait même quelques-uns des vieux bidons que j'avais remplis avec de l'huile ordinaire et que je dissimulais toujours derrière. Un des jeunes de la décapotable avait dû voler les bidons d'huile pendant que j'étais penché sous le capot de la voiture. Le tuyau d'essence en main, je fais le tour de la guimbarde et je me suis approché du gars qui était au volant et je me suis mis à tapoter l'aile du véhicule avec le bout de mon tuyau. L'huile, que je lui ai dit. Remettez-la où qu'elle était. Je sais pas de quoi tu parles, répliqua-t-il avec aplomb. Son copain me fixa en me défiant du regard. Remets les bidons à leur place, que je dis une nouvelle fois. Le gosse au volant cracha avec désinvolture en me frôlant de près. L'autre me souffla à la figure sa fumée de cigarette. Ils se comportaient tous les deux comme si j'étais pas là. En les regardant, je me disais, qu'est-ce que je peux détester les gens qui se croient plus intelligents que les autres. Je veux dire par là que je les méprise vraiment. Alors, je me suis mis en colère. Pour la dernière fois, remets les bidons à leur place. Les 2 gus m'ont dévisagé et celui qui était au volant a dit à son copain, « Viens, allons-y, on va y filer une bonne correction à ce mec qui se permet des allusions déplaisantes. » Au moment où ils allaient ouvrir les portes de la voiture, de ma main droite, j'ai pointé le tuyau d'essence sur le siège avant et j'ai appuyé sur le piston. Aussitôt, un liquide orange a jailli, aspergeant les 2 gosses. Celui de droite a poussé un hurlement de surprise et sa cigarette est tombée de sa bouche ouverte, provoquant une gerbe d'étincelles. Et la voiture s'est enflammée instantanément. Je m'en suis tiré de justesse avec les sourcils brûlés. Et les 2 gosses, ils sont morts là où ils étaient assis, avec 8 bidons de la meilleure huile planqués sous leur siège. Et puis, il y a eu l'inévitable ballet des sirènes et des gyrophares, des uniformes de la police et des blouses blanches des ambulanciers. Les photographes se sont bousculés pour prendre des photos sur tous les angles possibles et imaginables, pendant qu'on glissait les 2 corps carbonisés dans des sacs plastiques. J'ai raconté aux policiers comment c'était arrivé. Les gosses avaient volé de l'huile et s'étaient foutus de moi. Ils m'avaient rendu tellement furieux quand je leur avais demandé de me rendre les bidons volés que je les avais inondés en pressant par inadvertance sur le pistolet du tuyau d'essence. Bien sûr, c'était un terrible et regrettable accident, qu'une cigarette les ait transformés en véritables torches vivantes. Personne ne douta de ma version. Les flics me dirent que j'aurais probablement à me présenter au commissariat. Et ils me laissèrent tranquille. Le vieux Dubrovski arriva à la station à ce moment-là, et je lui racontai ce qui s'était produit.
Ah, s'il y a une chose que je hais foncièrement, monsieur Dubrovski, c'est bien le vol et les voleurs. Moi aussi, mon garçon. Pendant que tu répondais aux questions des policiers, j'ai trouvé que tu m'as volé dans ton tiroir. Et je me souvins tout d'un coup que j'avais pas eu le temps de faire disparaître le petit magot que j'avais ramassé la nuit dernière. Je levai les yeux sur le vieux Dubrovski et, pour la première fois depuis que je travaillais à la station, il avait pas l'air ridicule. Je le vis donner de l'élan à son gros poing et puis, pouf, j'ai plus rien vu du tout. J'en pris connaissance grâce à un type qui avait pris la relève de Dubrovski et qui m'aspergeait copieusement d'eau alors que j'étais étendu sur la piste. « Le vieux te conseille de foutre le camp », qui me dit. Et il ponctuait ses paroles en me balançant des coups de pied dans les côtes avec ses grosses godasses. Alors je suis parti. Quelle poisse! J'avais pas encore épuisé la moitié des ressources de la station Dubrovski, et ces deux petits crétins de hippies qui étaient venus pour me voler mes bidons et qui m'avaient fichu ma combine en l'air. Quelle jeunesse! L'autoroute serpente jusqu'à l'extrême bord de la colline abrupte. Par la fenêtre de la voiture, les deux assassins peuvent voir le fond bleu du port, entouré de falaises, où la petite cité méditerranéenne blanchie à la chaux, avec ses toits d'ardoise s'étend comme un Saint-Honoré émietté. Ils peuvent distinguer les petits bateaux de pêche amarrés dans l'eau couleur pierre ponce et les gens qui, semblables à des fourmis, vont et viennent sur les quais et sur les places. Khatov, l'homme qui a tiré le coup de feu mortel sur le diplomate en visite, tapote nerveusement le tableau de bord et quand il prend la parole, ses yeux et sa voix trahissent sa colère. « Bon, ils ne sont pas encore à nos trousses. Continuons !» Vologin, qui est entré dans les services secrets depuis un certain temps déjà, grogne et embraye. Son aspect physique, courtois et basané, correspond exactement à son humeur et à son tempérament. « Ils feront bien de ne pas se mettre à nos trousses. Je leur réserve quelque chose. » Khatov le regarde, exaspéré par ce ton de bravade. « Boucle-la, veux-tu ? Bien sûr qu'ils vont nous poursuivre. Ils téléphoneront et la police se mettra en branle, et l'armée aussi, probablement. » Vologin conduit en se bagarrant avec le volant au lieu de le manœuvrer. Il évite de peu un jeune garçon qui tire un bœuf attelé sur le bas-côté de la route. Le garçon lui crie des injures et Vologin les lui rend, tout en appuyant sur l'accélérateur. « Cesse de te plaindre !» dit-il à Khatov. « J'ai roulé les autorités pendant 24 ans. Nous serons à la villa d'ici 1 heure. Si nous évitons les barrages. Quand on s'occupera d'installer les barrages, nous serons attablés au 21 dans la villa et je serai en train de te gagner ton argent. » Il rase une Mercedes venant en sens inverse et la force presque à quitter la route. Un coup de klaxon indigné se fait entendre. « Dourak !» grommelle Vologin. « Mais nous avons 2 heures d'avance sur l'horaire, dit Khatov d'un ton inquiet. Le yacht n'arrivera qu'à 4 heures. Vologin regarde devant lui et évite de peu une ornière en faisant grincer les pneus. « Nous n'y pouvons rien, explique-t-il. Nous avions ordre de lui tirer dessus dès qu'il débarquerait. C'est leur faute et non la nôtre si le yacht officiel avait 2 heures d'avance. Oui, mais c'est nous qui partirons. »
Un vieillard qui marche sur le bord de la route manque d'être écrasé. Vologine ne lui accorde pas un regard. « Pourquoi faut-il toujours que tu te fasses de la bile? Pourquoi ?» Khatov n'en sait rien. C'est un anxieux. Il n'y peut rien. Pendant 2 jours, ils sont restés cloîtrés dans la sordide petite chambre meublée donnant sur le quai, et il s'est rongé les sangs. Puis, le yacht officiel est arrivé et a acheté l'ancre, et le diplomate est descendu à terre en compagnie d'un groupe de dignitaires moins importants. Les hommes des services secrets et les policiers en uniforme ont repoussé tout le monde sur le quai, et Vologine, qui regardait par la fenêtre, a grommelé « Des valets, tous des valets! Je voudrais leur envoyer une balle dans la nuque, à eux aussi !» Trempé de sueur, agité, Khatov l'a écarté pour passer le canon du fusil par la fenêtre, repérant sa victime grâce à la lunette de visée. Il a ainsi distingué le diplomate aussi nettement que si ce dernier était un acteur sur une scène. Khatov a amené le réticule sur la poitrine de l'homme. Et il a hésité. « Nous ne devrions pas faire ça, » a-t-il chuchoté. « Nous sommes trop avant sur l'horaire. Nous allons être coincés pendant 2 heures dans cette ville-là déserte pendant que la police nous recherchera. » « Mais que veux-tu dire? Nous ne devrions pas faire ça, » s'est exclamé Vologine. « Nous ne sommes pas des citoyens privés qui ont le droit de changer d'avis. Nous n'avons pas le choix. L'ordre est de l'abattre dès qu'il débarquera. Passe-moi le fusil si tu as peur. » Mais Khatov ne recule pas devant un assassinat. Il se retourne vers la fenêtre et vise de nouveau le diplomate qui se trouve toujours sur le quai, serrant des mains, riant. Khatov peut voir ses lèvres remuer. Il appuie sur la détente d'un geste convulsif. Au moment où ils se sont enfuis de la maison, ils ont heurté une femme enceinte qui montait l'escalier. Vologine l'a écartée brutalement, mais Khatov, prenant soin de ne pas la toucher, s'est excusé à voix basse. En grimpant dans la voiture qui les attendait, Vologine a dit « On aurait dû la tuer, elle aussi. Elle va leur donner notre signalement. » Khatov n'a rien répondu. Il songe à l'étrangeté de la coïncidence. Il vient de tuer un homme et de rencontrer, aussitôt après, une femme qui va mettre au monde un nouvel être humain. C'est ainsi que l'équilibre se rétablit, songe-t-il. Mais Vologine a eu raison, ils auraient dû la tuer. L'angoisse commence à l'envahir. 45 minutes plus tard, la route grimpe toujours. Les montagnes sont rares, striées de ponces, piquées de broussailles vertes qui ressemblent à des taches de lèpre. Khatov est malade d'appréhension. À chaque nouveau tournant, il s'attend à voir se dresser un barrage et il ne cesse de passer sa main droite sous son veston pour tâter la crosse du Moser accrochée dans un étui sous son aisselle. Vologine agrippe son volant comme s'il s'agissait de la gorge d'un ennemi, mais il jette un coup d'œil à Khatov et sourit en voyant son expression crispée. « Tu vois, je te l'avais dit, pas de pépin, nous arriverons à la villa dans un quart d'heure environ. » À ce moment précis, le pneu arrière gauche fait bang et une embardée déporte la voiture vers le bord de la falaise. Tandis que Vologine se bat avec son volant, Khatov hurle « Lâche le frein !» La voiture s'arrête avec un soubresaut et Khatov lève une main tremblante pour s'essuyer la bouche. Avoir été forcé de tuer le diplomate avant l'heure prévue constitue le premier contretemps. Puis, il y a eu cette rencontre avec la femme enceinte qu'ils n'ont pas tuée. Et à présent, un pneu crève. Que va-t-il nous arriver encore? Se demande Khatov. Il va y avoir autre chose. Je le sens. Vologine jure grossièrement et passe la tête par la fenêtre pour regarder le pneu défunt. Le croirais-tu, Khatov? C'est la première fois que j'ai une crevaison depuis la guerre. Khatov jette sur les montagnes un regard de froid désespoir.
Un chemin verdoyant s'ouvre à sa droite. Il l'examine songeusement en se passant la langue sur les lèvres. Vologin se détourne de la fenêtre. « Eh bien, ça n'a pas d'importance, affirme-t-il. De toute façon, nous sommes en avance. 10 minutes pour changer le pneu ne feront guère de différence. On peut dresser un barrage en 10 minutes aussi, et ça fera une différence. Attends que nous arrivions au barrage pour t'inquiéter, Khatov, veux-tu? Donne-moi plutôt un coup de main. » Mais Khatov est un homme prudent. Il en a assez. Il ouvre la portière et descend. « Il cherche 2 hommes dans une voiture, explique-t-il. Peut-être pourras-tu leur échapper tout seul. Moi, je file à travers les champs. » La décision de Khatov paraît bien aventureuse. Gagnera-t-il son pari? Khatov et Vologin sont 2 agents secrets qui viennent de tuer un diplomate à sa descente d'un yacht officiel. S'ils ont accompli leur mission, ils semblent à présent dans d'assez mauvais draps. Le diplomate s'étant présenté plus tôt que prévu, leur timing est bouleversé. Ils ont 2 heures d'avance sur l'horaire. Chaque minute qui passe risque de les faire repérer. Ils se sont enfuis dans une voiture pour gagner la villa où on doit venir les chercher pour les rapatrier. Mais un des pneus de la voiture vient de crever. Khatov, qui est un homme prudent, décide qu'ils doivent se séparer pour se faire moins remarquer. Il décide de gagner le lieu du rendez-vous à pied, à travers champs. Vologin en est demeuré sidéré. Mais bientôt... « Tu es fou, Khatov! Si tu vas à pied, ils t'attraperont aussi facilement qu'un lapin blessé. Allez, remonte !» Khatov secoue négativement la tête et se détourne. « Je te retrouverai à la villa, si du moins nous leur échappons tous les 2. Bonne chance, Vologin! Khatov, tu es fou !» Khatov fait mine de ne pas entendre. Il traverse la route en courant et se réfugie dans un ravin broussailleux. Il a fait pendant 10 ans le métier le plus risqué du monde. Il ne va pas maintenant se jeter aveuglément dans la gueule du loup. De la prudence, de la prudence. Vologin est un imbécile qui se fie trop au hasard. Il soulève un nuage de poussière tourbillonnante tandis qu'il descend le ravin pour gagner une petite vallée. L'endroit est sans vie, inculte. Son agriculture a décliné des années auparavant. Khatov traverse rapidement un échiquier désert qui a jadis produit des olives, du raisin et du blé. Les cabanes abandonnées par les paysans ne sont plus que des ruines aux toits croulants, envahies par les bardanes, tachées de rouille. L'endroit convient parfaitement à Khatov. Il veut avant tout éviter qu'on ne l'observe. Il quitte la vallée silencieuse et se met à escalader les collines dénudées. Le soleil brumeux brûle comme un fer chauffé à blanc, et tout n'est que poussière et que schiste glissant. Khatov s'arrête pour reprendre haleine et consulte sa montre. 3 heures. Le temps presse. Il faut atteindre la villa déserte à 4 heures. Il sait par expérience que les occupants du yacht n'attendront pas. Il jure sourdement et reprend son escalade. Il songe qu'on l'exploite, qu'on ne le paie pas suffisamment pour faire un métier qu'il voudrait bien n'avoir jamais entrepris. Il aurait dû trouver une profession offrant une certaine sécurité. Il arrive dans une plaine broussailleuse et se trouve en face d'une grande ruine croulante qui a été un palais bien avant la naissance du Christ. Mais l'histoire, sauf celle de l'organisation pour laquelle il travaille, n'intéresse pas Khatov. Il voit qu'une route court en bas des ruines et, pour gagner du temps, il décide de passer par l'ancien palais.
Il traverse une cour défoncée, monte un large escalier et arrive sous une arche. Il longe à l'aveuglette des couloirs silencieux, entre dans un appartement royal, voit des baignoires effondrées, des salles aux murs lépreux, entourées d'énormes piliers noirs. Soudain, il se sent perdu. Il fronce les sourcils et considère les couloirs tortueux et les salles innombrables. Il se trouve dans un labyrinthe. C'est trop bête, se dit-il. Reviens sur tes pas. Tourne à droite. Non, non, tu n'es pas passé par là. Bon, alors tourne à gauche. Il consulte sa montre. 3h20. Inquiétant. Très inquiétant. Il se met à marcher rapidement. Au bout de 3 minutes, il arrive dans une salle à piliers noirs. Il est de retour à son point de départ. Ratov contemple désespérément les murs couverts de lichens et songe, avec une ironie amère, qu'il est l'homme qui prétend ne jamais tomber dans un piège. Un bruit incongru brise soudain le silence poussiéreux des ruines 4 fois millénaires. Ratov tressaille, tourne la tête et reconnaît le son. Un grincement de frein sur la route. Il entend le claquement assourdi d'une portière d'auto et se met à crier. Une voix, relativement proche, répond « Où êtes-vous ? Ici, je ne trouve plus la sortie. Continuez à appeler !» Ratov marche en direction de la voix, la main droite passée sous son veston et posée sur la crosse du Moser. L'étranger a une voiture, ce dont Ratov a justement besoin. Il tourne un coin et manque se heurter à un policier en uniforme. Pendant un bref instant, les 2 hommes ressemblent à 2 statues oubliées parmi les ruines. Puis le policier demande « Qui êtes-vous? Que faites-vous ici ?»« Je suis touriste. Je suis égaré. »« Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Je n'ai vu aucune voiture sur la route. » Ratov avale sa salive et parvient à esquisser un sourire. « J'ai fait autostop depuis le village. J'habite là. »« Quel village? Vous voulez dire Vikeros ?» Ratov saisit la perche. « Oui, Vikeros !» Négligemment, le policier pose une main sur l'étui de son revolver. « J'aimerais bien voir vos papiers, monsieur. Vikeros est abandonné depuis 1942. » Ratov, sans cesser de sourire, incline la tête. « Je les ai ici même, monsieur. » L'explosion du Moser déclenche un tonnerre d'échos fugitifs. Le policier tombe à la renverse, comme s'il avait été frappé par le souffle d'une grenade. Il est mort lorsqu'il heurte les dalles antiques. Seules, ses mains continuent à s'agiter, comme si elles cherchaient quelque chose. L'homme en uniforme qui quitte les ruines et coupe à travers les hautes herbes pour gagner la voiture de police arrêtée sur le chemin de terre avance avec un sourire sinistre. Sa montre indique 3h45. Il a 15 minutes pour parvenir à la villa déserte. Tout le temps voulu. Il ouvre la portière du véhicule et s'arrête pour ajuster la casquette du policier sur sa tête. Il vérifie son aspect dans le rétroviseur. Satisfaisant. Très satisfaisant. Il ne peut s'empêcher de sourire tout en mettant le moteur en marche. La vieille demeure se trouve au bout d'un promontoire et elle s'accroche obstinément, malgré sa décrépitude, à la côte rocheuse. Ratov descend paisiblement la route bordée d'arbres. Il prend un tournant et, à travers le feuillage, aperçoit les murs de calcaire qui luisent devant lui. Il se demande si Vologin est également parvenu à destination quand il entend un coup de feu.
Il serre les freins, saisit son pistolet, ouvre la portière et se tapit sur le chemin, tout en examinant les broussailles. C'est alors qu'il voit une autre voiture de police s'arrêter sur l'allée herbeuse devant la vieille maison. Un coup de revolver claque de nouveau quelque part. Il hésite. Ce n'est pas après lui qu'ils en ont, puisqu'il porte un uniforme de police. Et ils n'ont pas pu retrouver le cadavre, puisqu'il l'a caché dans les ruines 10 minutes plus tôt seulement. Vologin a dû arriver à la villa, et il est là, à attendre. Mais il n'est pas venu seul. Il a trouvé le moyen de se faire suivre par la police. « Je le savais !» se dit rageusement Khatov. « L'imbécile ! Il trouve toujours moyen de s'attirer des ennuis, et maintenant il va falloir que je le tire de là. » Il traverse les fourrés courbés en deux et s'approche des murs de la villa. Puis il s'arrête, reprend son souffle et regarde autour de lui. Un policier armé est debout derrière un pin. Il fait signe à Khatov de descendre vers lui. « J'ai donné la chasse à un de ces assassins !» crie-t-il. « Il est dans le patio. Puisque vous êtes là, nous allons l'encercler !» Khatov incline silencieusement la tête en regrettant que le policier soit trop loin pour qu'on puisse tenter de le tuer. Mais il ne veut pas démasquer ses batteries avant d'être certain de réussir. Puis, il a une inspiration. Il fera mine d'aider à capturer Vologin, et quand le policier ne sera plus sur ses gardes... Khatov agite le bras et se glisse à travers les broussailles jusqu'à l'extrémité nord du mur croulant du patio. Il entend Vologin échanger un coup de feu avec le policier et sourit. Son ami va avoir une belle surprise. Il s'approche du mur et lève la tête pour regarder le patio, vaste et envahi par la végétation comme un jardin secret de conte de fées. Vologin est tapis 60 mètres plus loin, derrière une vieille statue de marbre, et il scrute les fourrés avec l'attention crispée d'un homme qui s'attend à recevoir un coup de feu. Khatov, sans cesser de l'observer, se met à escalader le mur. Il voit Vologin se redresser brusquement et lever son pistolet, mais le policier a été plus prompt que lui. Une détonation éclate dans les fourrés et la tête de Vologin se rejette en arrière. Il pivote grotesquement, perd l'équilibre et s'écroule la tête la première sur les dalles. Khatov ne peut en croire ses yeux. Juste au moment où tout allait s'arranger. Mais Vologin a toujours aimé jouer du revolver. Néanmoins, les jeux ne sont pas encore faits. Peut-être Vologin n'est-il pas mort. L'essentiel, c'est de s'approcher du policier pendant qu'il ne se méfie pas et de l'abattre. Khatov se fraye rapidement un chemin à travers la végétation luxuriante. Vologin, de la bouche duquel coule un filet de sang, lève la tête et voit s'approcher Khatov. Il va mourir comme il a vécu, haineusement. Khatov n'a même pas le temps de l'appeler. La balle de Vologin l'atteint en pleine poitrine. Il s'écroule, tente de se relever, de prévenir son ami. Mais ses bras deviennent de plomb. Et la seule chose qui sort de sa bouche est un liquide chaud et salé.